Salam alaikum, Zoul, bonsoir, heureux de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. L'affaire du funambulesque retour du général Nazar, ex-ministre de la Défense, n'a pas fini d'interpeller l'opinion publique. Mais le plus significatif dans cette vaste foire d'empoigne qui est devenue la scène politique algérienne est la quasi-totale absence de réaction de la classe dite politique, de la presse dont on nous dit qu'elle est la plus libre et la plus audacieuse du monde arabe et de l'Afrique. Mon Dieu, quelle éloquente signification que cette comparaison que nous rabâchent les Tebboune, les Belhemr et autres chantres de service. Et justement, juste en passant, le dit Ammar Belhemr, ministre de la Publicité et de la Propagande, qui vient de nous déclarer qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Algérie. Mais écoutons d'abord Tebboune nous dire ce qu'il nous a dit sur la presse la plus libre, etc. Écoutons-le. Vous n'avez qu'à lire la presse algérienne. Nous sommes le seul pays du tiers-monde, africain et même arabe, à avoir 160 quotidiens, aussi caustiques les uns que les autres. Mais jamais quelqu'un n'a été inquiété. Tant qu'on relève le niveau, qu'on fasse de l'opposition aux idées, on oppose des idées à d'autres idées, une démarche à une autre démarche, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'insulte, l'invective. Ça, le code pénal ne le permet pas et ne le permettra pas. Mais revenons à nos généraux. Monsieur Nazar est donc revenu alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Et avant de clore ce journal, je vous rappelle l'information principale de ce mardi. Le tribunal militaire de Blida lance des mandats d'arrêt internationaux contre l'ancien ministre de la Défense nationale Khaled Nazar et son fils Lotfi, gérant de la société de télécommunications ACLC Smart Link Communication, et de Farid aussi Belhamdine, gérant de la société algérienne de pharmaceutique générale. Les dénommés sont accusés de complot et atteinte à l'ordre public et des délits relevant de l'article 77 et 78 du Code pénal et l'article 284 du Code de la justice militaire. Les trois mises en cause sont poursuivis pour complot et atteinte à l'ordre public. Et rappelons qu'à ce moment-là, tous les relais du régime, sa zama classe politique, sa zama presse et tous les autres relais sectambariens avaient abondamment commenté l'information du mandat d'arrêt international et même qu'ils se sont dressés, ces relais, sur leurs ergots pour nous chanter les louanges de cette Algérie nouvelle qui ne craint plus de faire rendre gorge à la Issaba. L'Algérie nouvelle qui ne craint plus de poursuivre les félons, où qu'ils aillent, où qu'ils se sauvent, comme ils disent, aux quatre coins du monde. Mais, entre-temps, les équilibres au sein de la mafiocratie ont brutalement changé, radicalement changé, et changé au sommet de la machinerie, puisque l'ex-chef d'état-major, Ahmed Gaïd Saleh, celui qui avait installé Tebboune à la tête de la République, malgré le boycott le plus massif connu dans ce pays, M. Gaïd Saleh, qui a été à l'origine de l'incarcération du puissant général Toufiq et d'autres généraux avec lui pour avoir tenté de contrecarrer ses plans, le même M. Gaïd Saleh qui avait poussé le général Nazar, ex-ministre de la Défense, à fuir le pays et qui a fait lancer contre lui ce fameux mandat d'arrêt international
ce monsieur Gaïd Saleh, le général Gaïd Saleh, le chef d'état-major Gaïd Saleh, a subitement disparu, foudroyé par une crise cardiaque. Le clan de généraux duquel il tirait sa force s'est tout aussitôt et littéralement désintégré. Et nombreux parmi ceux qui le composaient ont rejoint le camp adverse. L'équation a été d'autant plus bouleversée que M. Tebboune, le fantoche de M. Gaïd Saleh, a été lui aussi terrassé par la maladie et contraint d'aller se soigner outre Méditerranée. Lui qui nous disait que le secteur algérien de la santé était le meilleur d'Afrique et du Maghreb. Écoutez-le, ça vaut le détour. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا حب من حب وكره من كره. Revenons à notre même général, au Don Quichotte qui nous revient de sa lointaine Catalogne pour fendre les moulins à parole, les moulins à parlotte. Aussitôt installé dans son paradisiaque exil espagnol, Nazar commença à envoyer des signes très forts aux hommes forts de l'armée algérienne et même à la troupe, des messages vidéo par laquelle il transmettait des appels qui avaient le mérite de ne pas être sibyllins. Il appelait clairement à la sédition, voire même au coup d'État. Son rival et ennemi mortel à lui faire la politesse de trépasser. Rappelons, en passant, et mine de rien, que malgré les circonstances très louches de ce décès, aucune autopsie ne fut pratiquée. C'est très important de le savoir. Aucune autopsie n'a été pratiquée sur la dépouille mortelle d'Ahmed Gaïd Saleh et on dit même qu'un de ses enfants qui l'aurait demandé aurait été menacé. Ce fut désormais le boulevard pour le généralissime en exil dont de nombreux observateurs pensaient alors qu'il était fini, lessivé, qu'il ne jouerait plus de quelconque rôle dans les équilibres au sein de la junte. C'était pensé trop vite, puisqu'il ne fallut pas de longtemps pour que des frémissements, autant de signes annonciateurs, commencèrent à se faire jour à la surface de l'actualité et qui disaient bien des choses sur les dessous du microcosme. Le journal Al-Watan, comme par hasard, nous apprend à la une que la famille du général Toufiq, l'ex-puissant maître du DRS, s'inquiète sur son état de santé après une chute qui aurait nécessité une intervention chirurgicale. Regardez ce titre. En fait, le général Toufiq n'était plus en prison. Il se trouvait déjà en convalescence à l'hôpital militaire de Bouchaoui. Cela fait 5 mois. Une convalescence de grand standing puisqu'il y avait toute l'attitude, le général, pour recevoir, se faire assister par un officier d'ordonnance, recevoir qui il voulait, dans une salle d'attente aménagée à cet effet, et même un véhicule avec chauffeur pour sortir, faire un petit tour quand il le souhaitait. L'autre info, très significative, et qui était destinée aux périphériques du régime, pour leur dire que le nouveau maître avait pris possession des lieux et qu'il fallait lui faire vite allégeance, avait été donnée, bien sûr, par le même journal Al-Watan, à 5 jours d'intervalle de la première info, sous le titre très évocateur suivant. Regardez.
Et c'est ainsi, à travers ces deux titres du même journal qui ont paru à 5 jours d'intervalle, que les Algériens et tout particulièrement les milieux dits politiciens qui attendent de voir d'où souffle le vent ont appris coup sur coup la libération du pire ennemi de l'ex-chef d'état-major, M. Toufiq, le général Toufiq, et le chantage très clair fait au clan de M. Gaïd Saleh et au président Fantoche, qui avait été installé par le même Gaïd Saleh, 2 informations qui nous apprennent que les maîtres sont de retour et qui n'hésiteront pas à lâcher le taureau du scandale si nécessaire. Et ce retour, tonitruant, de l'ex-ministre de la Défense, qui n'avait dû son salut qu'à sa fuite en Espagne, est un message en soi, adressé à toute la basse-cour politique, à tous les relais qui attendaient de voir qui est le nouveau maître des lieux. Le fait que Nazzar revienne au pays à bord d'un avion présidentiel, s'il vous plaît, qui est allé le chercher en Espagne, le fait qu'il se soit fait prendre en photo en train d'être salué militairement par le personnel navigant et de se faire porter le parapluie au bas de la passerelle n'est ni fortuit, ni une vaine forfanterie. C'est un message dont Nazzar, qui connaît très bien la mentalité des lécheurs de vaisselle, sait qu'elle va porter ses fruits et qu'elle va susciter un ralliement massif derrière lui et derrière l'ex-patron du DRS et néanmoins allié. Rappelons aussi que le même Nazzar est allé visiter le même Toufiq dans sa villégiature, appelons-la comme ça, de Bouchaoui, et qu'il avait en sorte que ça se sache. Ces relais nous ont même précisé que les 2 généraux sont restés 3 heures ensemble. Vaste programme en perspective. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش النسبة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمامات نباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خليك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك Algérie, chamboulement à l'horizon. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation et bon retour. Merci beaucoup. Vous ressemblez de plus en plus à Henri IV, sans les lunettes, avec votre moustache et votre barbe. Et ma calvitie, lui là, plus connaissante. Et dire au Noren, analyste politique, votre alter ego, Brahim Younsi, et dire au Noren, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et ravi de vous retrouver sur le plateau. Merci beaucoup. Bonsoir, Brahim. Un peu comme si vous veniez de vous rencontrer. Tout à fait. Alors, avec nous depuis Tunis, notre compatriote Raouf Farah, chercheur universitaire. Raouf Farah, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup. Alors, d'abord, pour préciser une information, celle de la rencontre de M. Nazzar avec M. Toufiq, qui a été confirmée par l'opposant Abou Deschem. Nous allons l'écouter quelques instants.
ولا كلي ما كان لا قضاء لا عدالة في البلاد لا عدالة والو. يروح يطلع على حبيبو في بوشاوي في لاكلينيك غير الاخر راهو سنديتو يما المفروض تخلص الفترة تاعو يرجع للحبس تاع البليدة. هما راهم مطولين له فترة الناقة هادي قال روح طول هكذاك مرض باش ما يرجعش للسيلون. شوف يعني كاين الميز حتى في الحبس. هما ثلاثة دخلوا جنرال طرطاي جنرال توفيق وسعيد بوتفليقة. سعيد بوتفليقة وبشير طرطاي قاعدين في الحبس في السيلون وتوفيق يخرجوه يدوه البوشاوي زعما باسكو باش ديروا عملية جراحية. صح داروا العملية الجراحية وشحال يبقى نورمالمون يخرج يرجع للحبس ما يرجعش للحبس. دال. Alors, petit tour de micro sur ce formidable retour de M. Nazar, sur lequel pesait donc un mandat d'arrêt international lancé par le tribunal militaire de Blida avec des chefs d'accusation gravissimes, quasiment infamants, et qui revient à bord d'un avion présidentiel. Et j'aimerais d'abord que nous regardions les photos de son retour au bas de la passerelle de l'avion du GLAM, de l'avion présidentiel, photos qui ont été prises très vraisemblablement à la demande de M. Nazar lui-même et qui ont été diffusées à sa demande, puisque de là où il embarquait, c'est une aire privée qui n'est accessible à personne, à part les gens qui embarquent. Regardez. On le voit au bas de la passerelle, salué militairement par le personnel navigant, avec un parapluie qui l'attendait au bas de la passerelle. Et tour de micro sur cette question, Brahim Younsi, votre sentiment sur cette très curieuse affaire? C'est bien entendu une affaire de la justice, d'abord. Or, il n'y a pas de justice dans notre pays. Il est clair que ce type de mœurs dans l'armée n'est pas nouveau. Il y a d'autres militaires, d'autres généraux qui sont rentrés en Algérie alors... Par exemple, lesquels? Je ne vais pas donner de nom. Le fameux gendre de Gaït Saleh. Par exemple, qui était poursuivi et qui est rentré. Il n'y a pas et d'autres, oui. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je ne vais pas donner de nom. Mais qui ont été condamnés à la prison et qui sont rentrés en Algérie sans avoir passé une seule nuit en prison. Je crois que l'armée récupère toujours ses enfants. La junte, vous voulez dire? Oui, quand je dis l'armée, c'est la junte. Oui, parce que sinon, il serait normal que l'armée retrouve ses enfants. Mais que la junte retrouve ceux-là même qu'elle poursuivait pour des crimes infamants. L'armée, quand une armée est une armée qui respecte la loi. Oui. À partir du moment où un des siens est condamné, quand il rentre au pays alors qu'il devait aller en prison, il va en prison. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui. Ça, c'est des militaires qui sont rentrés alors qu'ils étaient condamnés, n'ont pas passé une seule nuit en prison. Mais comment ont-ils pu nous dire aussi facilement il est rentré après avoir vidé le mandat qui a été lancé contre lui sans autre forme de procès? Ils ne nous ont rien dit quasiment. Alors qu'au moment où il a été condamné par contumace, enfin, où le mandat a été lancé contre lui, c'est toute la presse qui en a fait les gorges chaudes, c'est tous les relais qui se sont levés pour nous expliquer, mais là, rien, il n'y a rien, aucune explication. Le système algérien est fondé sur deux piliers, sur la police, et singulièrement la police politique, et bien entendu la justice qui réprime, la justice qui est aux ordres. Or, la justice algérienne est expéditive lorsqu'il s'agit des autres justiciables. Oui. Et elle est inactive quand il s'agit des puissants. Sauf lorsqu'elle en reçoit l'injonction. Évidemment. Comme son site. Évidemment. Évidemment. Or, ni Nazar, ni Toufiq, ni Tartag, ni d'autres ne sont des justiciables comme les autres. C'est incroyable, hein, de dire ça comme ça.
dans un pays qui se dit une république où la séparation des pouvoirs est consacrée, de dire que la justice n'est pas la même pour tout le monde. Précisément, il n'y a pas de il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire On parlait au mois de juillet, n'est-ce pas, Brahim? Quand j'ai dit ça va arriver, ces élargissements-là. Au-delà de la question du retour de M. Nazar, la question et les questions qui doivent nous agiter, c'est qui a organisé ces négociations avant qu'il n'entre. Ça, c'est important. Bon, vous avez répondu à plein de questions, c'est-à-dire un avion de la présidence de la République, un aéroport à Boufarik, etc., etc. Le souci aussi, c'est que ça survient après le tweet arraché par l'équipe Tebboune, qui pour moi, ce tweet-là, parce qu'il faut le rattacher à ça aussi. Oui, il faut le rattacher à ça, parce que pour moi, on sait tous qu'il y a une équipe de la télévision algérienne qui est partie et qui n'a pas pu le filmer. Et quant au tweet de M. Tebboune, il faut le rattacher à tout ça. Vous pensez que c'est Tebboune qui a envoyé l'avion présidentiel? Justement, c'est la question. Est-ce que M. Tebboune a validé ce choix ou pas? Est-ce que c'est le choix de l'état-major mettant M. Tebboune, qui est, faut-il le rappeler, sur l'ancienne Constitution et ministre de la Défense, chef des forces armées? A-t-il été impliqué? L'ont-ils informé? C'est toutes ces questions que pose Brahim quand il dit les piliers, c'est le droit, c'est l'expression du droit, comment dire le droit? Et ça ne peut pas durer. En plus, c'est que, à travers le tweet, et moi je l'avais dit sur le plateau, je pense, ou je me souviens plus, non, oui, sur le plateau, c'est que ce tweet de M. Tebboune, pardon, c'est comme s'il voulait échapper à la censure de l'état-major et à la censure des services de renseignement. Donc c'est un peu cette émancipation. Il faut rattacher ça aussi à la déclaration de M. Macron, qui n'est pas un agité du cerveau, pour dire publiquement, c'est toutes ces questions qui ramassent, qu'on sait très bien qu'il y a des problèmes de choix politiques qui risquent d'être posés pour le pays, incessamment sous peu. Est-ce qu'il y a une reformulation de ce qui se passe, une reformulation des clans, moi j'aime pas le mot clan, des groupes chargés d'influer sur le devenir du pays? C'est toutes ces questions qu'il faudra... Mais justement, avec du recul, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, à la lumière de ce qui vient de se passer, ne pas faire une autre lecture sur ce fameux tweet de M. Tebboune et surtout sur la déclaration de Macron sur Tebboune? Courageux, je suis avec lui, je lui apporte mon soutien. Est-ce qu'on n'est pas tenté de croire qu'à ce moment-là, Tebboune, qui ne pouvait même pas passer sur sa propre télé publique, qui en est arrivé à diffuser à travers le tweet, parce qu'il n'avait même pas le droit de convoquer une équipe de télé pour transmettre son message. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'aurait pas lancé un appel au secours à Macron, qui lui aurait répondu... Évidemment, ça peut être lu comme ça. Évidemment que ça peut être lu comme ça. D'autant que le soutien de M. Macron est arrivé une douzaine de jours avant l'expression publique, le retour sur la scène publique de M. Tebboune. Absolument. Et à ce niveau-là, vous savez, rien n'est naïf. En politique, tout est calculé au cours d'eau en règle générale. Ça veut dire que Macron serait au courant de ce qui se passe au sein du sérail en ce moment? C'est évident. Et puis rattacher à ça le fait que l'ambassadeur... français aurait vu des personnalités algériennes qui n'exercent pas dans un cadre agréé, donc on lui a un peu remonté les bretelles, excusez-moi d'être trivial. Oui. C'est toutes ces questions-là et qui posent un très gros problème pour nous. C'est la fragilité de l'État, la fragilité des institutions, la fragilité des institutions militaires. L'intervention du président de la République française à quelques jours du tweet du président de la République, entre guillemets, algérienne, n'est pas un hasard. Ce n'était pas du tout un hasard. Ce n'est pas seulement naïf, mais ce n'est pas un hasard. Et Macron aurait choisi son camp, le camp de Tebboune et de ceux qui sont avec Tebboune, contre ceux qui sont en train de prendre le pouvoir maintenant? À l'évidence. Malgré le lobby le lobby de certains généraux à travers leurs relations classiques, dont Yves Bonnet qui est encore actif dans pas mal de choses. Monsieur Raffarin, on a dit que c'était Monsieur Chine, c'est aussi Monsieur Algérie. Nous connaissons l'alignement de Monsieur Bonnet tout à fait. Alors, Raouf Farah, votre sentiment sur cette très curieuse tribulation de M. Nazar qui nous revient de Catalogne à bord d'un avion présidentiel salué militairement par le personnel de bord et tout le tout-team? Bon, à mon sens,
ce retour entre guillemets de Nezzar en Algérie n'est pas surprenant au vu de la flexibilité, de la malléabilité, de la non-indépendance de la justice algérienne. On voit bien là qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi et des gens qui sont en dessous de la loi. Je ne connais pas exactement les détails de cette opération, car le régime est tellement opaque qu'il est difficile d'avoir les données en main pour faire une analyse objective et comprendre les tenants et les aboutissants de cette opération. Néanmoins, si on revient sur la notion de mandat d'arrêt international, je voulais souligner ce point-là avant de faire mon exposé, c'est de dire que d'abord la notion de mandat d'arrêt international est un abus de langage dans le sens de la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le droit international qui incarne juridiquement cette notion-là. En réalité, ce sont les États nationaux entre eux. Donc, si par exemple il y a un mandat d'arrêt international contre un individu X dans un pays Y, c'est entre l'Algérie et le pays Y de déterminer les conditions de possibilité de rapatriement de cette personne pour que le procureur ou le juge d'instruction puisse aborder ce dossier. Là, on voit bien qu'en réalité, l'Algérie n'a jamais véritablement mobilisé les instruments qui sont les siens. Et parce qu'on voit qu'aujourd'hui, M. Nezzar se pointe en Algérie, qui plus est dans un avion officiel. Et donc, on voit là bien qu'en réalité, cette justice-là n'est pas une justice qui fonctionne dans le sens d'un état de droit classique, mais plutôt comme étant une justice manipulable, malléable, une justice au service des plus puissants, qui, dans les moments les plus critiques, savent toujours resserrer le lien et reconstituer des groupes pour faire face à l'adversité du moment. Quelle est cette adversité aujourd'hui ? Tout cela reste à débattre. Je pense qu'on aura l'occasion de le faire aujourd'hui. Alors, juste une petite question, Raouf. Je ne vais pas d'être grand clair pour comprendre certains petits points quasiment élémentaires. C'est que M. Gaïd Salah, qui avait réussi à prendre le pouvoir à la faveur du Hirak, au point où il a même laissé croire à ses septembériennes, novembériennes, etc., que c'était lui qui avait poussé Bouteflika à la démission, alors que la démission avait été prise par le clan Bouteflika avant qu'il ne nous la prenne. Il a pris le pouvoir et tout aussitôt il s'est mis à régler des comptes, à mettre des généraux, y compris des chefs de région, y compris des décideurs militaires du premier cercle, qui n'étaient pas d'accord avec lui, au point où il a poussé des généraux à la fuite, à l'exil, au point où il en a mis, donc, comme je viens de le dire, certains en prison, au point où il en est arrivé à mettre Toufik lui-même, le général le plus puissant de la junte depuis que l'Algérie existe, il l'a mis en prison. Et puis, à sa mort, chamboulement. Et on dirait que ça change à tel point que maintenant nous assistons au retour des généraux janvieristes. Vous imaginez les généraux des années 90, dont les deux plus grosses têtes de file, Gaïd et Toufik. Ça ne vous semble pas un peu outrancier, un peu extrême, ce genre de basculement ? Ça montre en réalité tout le caractère superficiel du basculement dont vous avez parlé. C'est-à-dire que dans des moments critiques, encore une fois, dans des moments d'adversité totale, le régime est prêt à délaisser des pans entiers de sa composante organique pour justement continuer à exister et préserver le statu quo. Aujourd'hui, avec la disparition d'Ahmed Gaïd Salah et l'arrivée à la tête du haut commandement de l'armée de M. Chengreha, on voit bien qu'il y a une volonté de rééquilibrer certaines forces au sein de l'état-major. Et peut-être que l'une des conditions des pôles existants
dans ce système de pouvoir très opaque, dans cette matrice, pour reprendre l'expression de notre cher Sami Ousseddiq, c'est véritablement de permettre à certains anciens individus qui ont toujours du pouvoir de revenir et de pouvoir avoir un mot autour de la table. Mais au-delà de cela, il est difficile de faire un constat plus clair, plus détaillé, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas où est-ce que tout ceci se dirige. Mais on sait très bien que dans les moments les plus difficiles, le régime est toujours prêt à liquider des pans entiers, ce qui a été fait par M. Ahmed Gaïd Salah, et il est toujours prêt à reformer comme une garde prétorienne romaine sa couche pour se protéger et se prémunir en tentant des équilibres nouveaux entre les pôles au pouvoir. Alors, je reviendrai à vous pour vous demander de nous renseigner un peu sur ce que vous estimez d'opportun, sur ce mode ou d'inopportun, sur ce mode de communication de l'état-major ou de ceux qui ont pris le pouvoir au sein de l'état-major, à destination de qui d'abord et de quelle manière. Je reviendrai à vous dans un petit moment. Brahim Younsi, il me semble que vous vouliez faire une petite remarque. Je vous ai vu noter quelque chose. Sur la question du monde international, je ne vais pas expliquer. Oui. Mais simplement, le fait est, ce qui est important dans le cas Nozar, c'est que même s'il n'y avait pas de mandat international, il y avait un mandat national. Oui. Il fallait absolument qu'il soit... Un mandat émis par une juridiction militaire. Absolument. Oui. Il était comme il soumis... se trouvait à l'international, il fallait lui donner un caractère international. Oui, d'une part. Oui. Mais d'autre part, à partir du moment où il se trouve sur le territoire national, il y a un mandat national. Oui. Il y a un mandat national. Pour qu'il y réponde. Il fallait absolument qu'il soit soumis d'abord au mandat national parce qu'il était sur le territoire national. D'autant plus, bien que par contumace, il a été condamné à 20 années de prison. Oui. Il fallait donc qu'il vide son mandat absolument, international en passant par le billet d'écrou, par la levée d'écrou. Absolument, par la case prison. Prison. Or, il n'a pas fait une seconde de prison. Absolument. Juste pour abonder dans ce que vous avez dit, mais je ne suis pas un peu d'accord avec vous, M. Benchenouf, c'est quand vous parlez des janviristes. En fait, le retour de M. Nozar, qui était prévu depuis longtemps, parce qu'il nous mettait des petites cartes postales et que ça pouvait rentrer dans un cadre de grande réconciliation. J'avais même évoqué le cas de M. Ali Belhaj, vous m'avez repris en disant pour lui, ce n'est pas un élargissement. On y arrive presque. Oui. Par contre, c'est qu'il faut rattacher ça aussi à la mise en place du nouveau dispositif. Le rappel du général Mujahid, le rappel de Shafiq Misbah, la libération du général Djebar. Tout ça fait que, quand vous parlez... des janviristes. Oui. Alors moi, au jour d'aujourd'hui, aux gens qui sont nés en 1990, par exemple, je leur dirais tout simplement, c'est la doctrine des janviristes, mais pas les janviristes en eux-mêmes. C'est ce qu'on avait dit à un moment donné sur le système les Tawfiq Boys plutôt que les Tawfiq. Mais en l'occurrence... Oui, tout à fait. Pour le reste, je suis d'accord avec vous, monsieur Benchenouf. Les deux têtes de gondole tout à fait. Qui ont été Tawfiq et Nozar se sont rencontrés pendant 3 heures, nous dit-on, et ils ont fait en sorte que ça se sache. Et c'est pour ça que j'ai dit à Raouf Farah tout à l'heure, qu'est-ce que veut dire cette communication? Tout ça, il a M. Farah, que je ne connais pas, et qu'on a le plaisir de rencontrer aujourd'hui, a parlé de M. Sami Ousseddiq, il parlait de matrice au lieu de parler de régime et de système. Donc, il appartient à Ibtikar, il faut le rappeler. Parfait. Ibtikar qui a été lancé par M. Sami Ousseddiq. Sami Ousseddiq, qui a été longtemps l'invité de ce plateau. Voilà, une pensée pour lui. Une pensée pour lui. Alors, Brahim Younsi, qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que, d'abord, d'un côté, il y a un vide absolu. L'absence de ce président qui n'est plus là, qui ne signe pas qui ne promulgue pas le projet de constitution, qui reste un projet tant qu'il n'a pas été promulgué, qui ne signe pas la loi de finances. Il a encore 4 jours. Et à côté, c'est le chamboulement au sein d'un état-major qui ne se cache même plus, qui apparaît comme il est réellement, comme il a toujours été, comme le vrai chef de ce qui se passe, le vrai chef de ce pays. Mais ça veut dire qu'on ne comprend pas cette façon de communiquer. Pourquoi le font-ils de cette façon?
pourquoi ne s'arrangent-ils pas à la limite entre eux comme ils l'ont toujours fait et ne nous sortent-ils pas quelque chose de la pochette surprise comme d'habitude avec leur relais de propagande et ils font passer? Il me semble que ce problème n'est pas un problème, me semble-t-il, de communication. D'accord. C'est un problème de méthode. Nous revenons à l'ancienne méthode, à savoir que vous parliez de la Constitution, de la loi de finances et tout cela qui relève du droit. Oui. Or, nous ne sommes pas dans le droit, nous sommes dans la force. Ça, nous le savons. Non, mais ça a toujours été le cas. Non, ça a toujours été le cas. Pas toujours. D'ailleurs, nous allons parler de l'affaire Shakib Khalil, qui a été à peu près dans le même... On va dire c'est le soft power d'après Brahim. Non, pas toujours. D'accord. Mais là, c'est vraiment le retour. C'est le passage en force. C'est le retour de la force. Elle va s'exercer un moment ou un autre. C'est le retour de la force. Tout est fondé sur la force. Vous pensez qu'ils vont en arriver à un affrontement entre eux? Ce n'est pas exclu. Pour le moment, on parle d'équilibre ou de la recherche des équilibres. Tout à fait, plutôt. Bon, de la recherche des équilibres. Vous savez, il y a ce mot de Radek à propos de Trotsky. Au bureau politique du Parti communiste d'Union soviétique, il y avait 6 plus Trotsky. 6 membres du bureau plus Trotsky. Et puis il dit, bon, l'équilibre y est. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est comment il s'appelait Souvarine? Vous redites le type qui a dit ça. Souvarine. Souvarine, voilà. Mais Brahim Younsi, quand M. Nazar se fait photographier au bas de la passerelle, en train de se faire saluer, parapluie, etc., est-ce que c'est juste de la forfanterie comme ça, ou est-ce qu'il envoie un message aux hésitants? Oui, mais c'est l'expression de la force. C'est un élément de communication. Je sais, absolument. Ça, c'est un élément de communication. C'est l'expression de la force. Je rentre en dépit, destiné à qui? Destiné à tout le monde. Destiné d'abord au peuple, c'est une manière violente d'exprimer le non-droit. Mais si c'est destiné au peuple, il n'a rien à gagner. Au contraire, il va provoquer une réaction. Peut-être que le Hirak pourrait... Vous pensez objectivement que le retour de M. Nazar a été admis communément par l'immense majorité du peuple algérien? Non, il n'a pas été admis parce qu'il subit ça comme étant une violence. Et sans être populiste, il retourne avec un mandat d'arrêt qu'il a probablement vidé ou pas vidé. Ce n'est pas le débat. Il est libre de ses mouvements. Alors qu'il y a le général Ardili qui est encore en prison, que M. Rachid Nekaz est encore en prison, et pour des faits infiniment moins graves que ceux qui sont reprochés au général etc. Pascal disait, quand on ne fortifie pas la justice, on justifie la force. C'est la justification de la force. Mais Anna, j'ai l'impression, moi personnellement, je vous donne mon avis sur cette... Est-ce que, connaissons un peu le mode de fonctionnement de ces gens-là, comment ils fonctionnent, c'est des soudards, pour dire des choses comme elles sont, je m'excuse d'être aussi. Est-ce qu'il ne serait pas dit, les canaux chiites ou le gars de ça, parce qu'il était le plus fort. Alors je vais leur montrer que c'est moi le plus fort. Je vais leur envoyer Nazar, salué par les... Et il a exigé la présidence. Je veux un avion de la présidence. Oui. Vous employez est-ce que pour ne pas faire basculer mais c'est possible. La basse-cour? C'est un discours primaire. Oui. C'est très primaire. Mais ça exprime la force pour montrer qu'il est fort. Voilà. Ça exprime la force. C'est d'abord un retour qui ensuite mis en perspective en disant je suis... Par contre, ce qu'il faut peut-être, au moment où... incontestablement, la voix de l'armée, on est là à attendre chaque fin de mois ou début de mois l'éditorial d'El Jish pour faire l'exégèse de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils ne disent pas. Une information, le chef d'état-major est omniprésent au niveau de la télé, où il y a une crise, probablement, une crise d'orientation du devenir du pays dans ces quelques semaines ou quelques mois. Les uns appellent à continuer sur un processus constitutionnel, donc les élections locales et nationales à travers la députation. Les autres sont contre. Entre les deux, ça nous met tous en déséquilibre. Ils nous prennent en otage. En plus, est-ce qu'il ne faut pas rattacher le retour de Nazar? Parce que M. Chenigriha, je vous dis la vérité, il n'incarne pas l'ensemble de l'état-major. Il ne l'incarne pas. Il est en train de faire la synthèse entre les différentes options portées par les uns et les autres. Oui, ça c'est autre chose. Il essaye de faire la synthèse entre les différentes, positions des uns et des autres.
Est-ce que le retour de Nazar et l'élargissement probable début janvier là, de M. Toufek et de M. Tartag et de je ne sais plus qui d'autre encore, ça participe pas en fait de faire basculer l'état-major, donc la vie politique algérienne, vers autre chose, Mais moi, je vois les choses à l'envers. Ah, mais moi, je suis en train de me dire, si si Nazar s'est permis de revenir de cette façon, si Toufek est depuis 5 mois à Bouchaoui, on dit qu'il est en convalescence alors qu'il a toutes ses aises, et sa salle d'attente, son officier d'ordonnance, son chauffeur, c'est l'inverse. C'est parce que le clan est fort que Chengriha est faible. Non, Chengriha n'a pas réussi à faire la synthèse. Et que, Chengriha dispose d'un clan qui ne pèse plus rien, ou presque plus rien, et que le clan d'en face, qui est en train de s'installer quasiment, est de plus en plus fort. Je rappelle à votre bon souvenir, il y a quelques mois, je ne dis pas quelques semaines, on a eu la fameuse expression les Toufik Boys. Oui. C'est en fait, c'est pas la personne de monsieur Médiane qui est intéressante, c'est le système qu'il a mis en place pour coloniser, pour mettre sous coupe réglée le pays, la société, les politiques, les artistes, etc. etc. C'est dans cet esprit-là qu'on doit peut-être essayer de réfléchir. C'est ce que j'ai appelé la méthode, c'est la méthode Toufik qui est en train de s'exercer sur le terrain. Mais Toufik, sa méthode, d'ailleurs, je rappelle l'affaire BRC. Toufik a toujours utilisé le chantage et la menace, c'est lâcher le taureau du scandale. Oui. Quand Bouteflika lui a résisté et qu'il a appris qu'il voulait le liquider, il lui a créé l'affaire BRC. Tout à fait. Alors que la BRC, l'armée était mouillée dedans. Enfin, les grands patrons de l'état-major se sont sucrés, ça ne l'a pas empêché de jeter le taureau dans l'affaire BRC jusqu'à contraindre Bouteflika à dissoudre la BRC sans audit. Tout à fait. Ensuite, il a fait lancer un mandat d'arrêt contre Cheikh Gibril, que le ministre de la Justice... Avant le mandat d'arrêt, il l'a poussé à fuir par Oran. Oui. Vous vous rappelez, il a fait inquiéter les grands cadres de son atraque, et Chakib était dans la liste, et la justice lui a demandé de ne pas quitter le pays. Saïd a appelé le wali d'Oran, qu'il a fait sortir par le salon d'honneur. Et quand le mandat d'arrêt international a été lancé par Zarmati, qui était procureur général à l'époque. C'est lui qu'on avait instruit par téléphone d'exécuter. Ça n'a pas empêché M. Chakib Khalil, sur lequel pesait le mandat d'arrêt, ainsi que contre sa femme et ses 2 enfants, de revenir au pays malgré le mandat international. C'est le cas Nazar aujourd'hui, à partir du moment... Absolument. C'est le cas Nazar. À l'époque, Chakib a même fait une sorte de campagne électorale présidentielle, les wilayas, les zawiyas. C'est dire que les temps aussi changent. Nous sommes aujourd'hui dans une autre conjoncture. Dans un autre temps, oui. Et qui annoncerait quoi, selon vous, de façon claire? Qui annonce, à mon avis, des jours sombres. On va y revenir. Au-delà des jours sombres qui annoncent des nouveaux rapports de force qui vont être établis, pour peu que le Hirak passe à la phase adulte et qu'il commence à cristalliser... mais il faut dire, moi je n'aime pas dire Hirak. Oui, non, peu importe. Mais il a perdu beaucoup de temps. Ah oui, mais ça, bon, ça apparaît. Alors... Raouf Farah, il semble que nous ayons un petit problème d'électricité. J'espère que ça va être réglé. Mais en attendant, nous allons donc... Raouf Farah, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Alors, Raouf Farah, cette communication dont est en train... Ce mode de communication dont est en train d'user l'état-major, ou du moins, je ne sais pas qui, ceux qui ont la réalité du pouvoir... et qui sont en train de communiquer d'une façon qu'on ne comprend pas, au point où on a l'impression que ça part de partout et que ça vient de nulle part. À votre avis? Écoutez, avant d'aborder le point de la communication, il y a un élément qui me paraît essentiel à énoncer. Si le mouvement populaire, si les marches populaires avaient continué jusqu'à aujourd'hui, ce genre d'action, c'est-à-dire le retour de Nazar, les sorties de Médiane, etc., ne serait jamais possible. C'est aujourd'hui le contexte d'affaiblissement du Hirak qui, je tiens à le rappeler, a quand même suspendu de manière volontaire et avec discernement
ces marches-là pour protéger la santé de la majorité des Algériens. C'est dans ce contexte d'affaiblissement, entre guillemets, temporaire certes, qui aujourd'hui facilite pour le régime ce type de manœuvre politique. La disparition d'Ahmed Gaïd Salah, pour revenir maintenant à la partie communication, je pense que l'état-major de l'armée a fait un constat après sa disparition en disant on ne peut continuer ainsi. Le 12-12 est passé avec force, malgré la forte contestation. Il est aujourd'hui nécessaire d'envoyer un tout autre message par une communication qui est beaucoup plus discrète et qui serait celle du chef de l'état-major, Chengriha. Et donc aujourd'hui, Chengriha, qui n'a pas la même personnalité, ni le même background, si on parle en bon français, qu'un Ahmed Gaïd Salah, est beaucoup plus en retrait et il intervient moins sur la scène politique. Je vous rappelle quand même que Ahmed Gaïd Salah faisait presque un ou deux discours par semaine à un moment donné. Et donc je pense qu'il y a une vraie volonté à la fois de maintenir une communication plus discrète qui donne l'impression que l'armée est en train, ou en tout cas que l'état-major de l'armée est en train de se retirer de la vie politique. Or, des gestes et des actions comme celle du retour de Nezzar montrent inéluctablement que c'est toujours l'état-major de l'armée qui décide et qui donne les ordres, tant au niveau de la justice qu'au niveau des arrestations, qu'au niveau politique. Et donc, le cap est toujours dressé par l'état-major. Et donc, aujourd'hui, il y a une contradiction entre à la fois la nécessité de communiquer différemment et ce genre de gestes-là, comme celui du retour de Khaled Nezzar, qui, à mon sens, à moi, est plutôt la conséquence ou l'expression de la volonté de dégager de nouveaux consensus au sein, encore une fois, de la garde prétorienne de l'état-major. Et donc, mais à vous entendre, on croirait qu'il y ait quelque part un noyau homogène qui est là à penser quoi envoyer comme message, comment réguler, comment équilibrer. Je m'excuse auprès de téléspectateurs, s'ils nous voient comme ça, il y a un problème d'électricité, ça a sauté tout simplement. On va bientôt faire des émissions à la chandelle. Alors, donc, je vous disais, on a l'impression, de la façon dont vous nous l'expliquez, qu'il y a quand même quelque part un noyau qui est resté homogène. Or, il semble que ça vienne de partout. On ne sent pas une direction unique, centralisée, pensée, homogène. Je ne partage pas cet avis. Je pense qu'en tout temps, au sein de l'état-major de l'armée, il n'y a jamais eu un pôle unique qui a pris des décisions de manière unilatérale. Les choses se font toujours par tractation et par négociation, des rounds de négociations multiples. Aujourd'hui, il est clair que M. Chengriha a des alliés dans les deux bords, c'est-à-dire dans les anciens pro-Gaïd Salah, mais aussi, je pense, parmi ceux qui restent attachés à la philosophie, entre guillemets, de Tawfiq Médine et de Nezzar. Et dans un contexte d'affaiblissement du Hirak, il y a un réel besoin pour l'état-major, au vu du contexte sécuritaire, du contexte politique, économique, social et sanitaire actuel, de resserrer les rangs. Et ce resserrement des rangs se fait toujours par des tractations. Et je pense que l'arrivée de Nezzar doit être comprise dans ce schéma-là, dans ces logiques-là, pas autrement. Alors, oui, Edir, vous vouliez prendre la parole ? Pas entièrement l'avis de M. Raouf, c'est ça, sur les équilibres au niveau de l'état-major. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Je ne partage pas par tractation, pas par tractation. Je ne pense pas que ça puisse se passer en gens civilisés comme ça. Qu'ils arrivent peut-être à ce que moi j'appelle, excusez le mot jeu, la neutralité positive par rapport à des enjeux à un moment ou à un autre, là je vous rejoins.
Mais en règle générale, la matrice dont vous faisiez allusion tout à l'heure, quand elle a un cap, elle se maintient. Parce que le reste, par quoi peuvent-ils être liés? C'est par des intérêts qui sont partagés, des intérêts de rente, il faut le dire, entre autres, des intérêts politiques et le pouvoir, la notion de pouvoir qui grise, qui nous fait perdre le sens du réel, pire de la réalité. Donc à partir de ce moment-là, ils arrivent toujours à la neutralité positive. Mais il faut dire aussi que le retour de Nazar, vous faisiez allusion là il y a 2 secondes, c'est qu'il rentre au pays, le président est absent, il est en convalescence. Le Premier ministre est aux abonnés absents. Une crise sanitaire, un Covid qui fait des ravages. Le fait que, excusez-moi, je vais être juste 30 secondes, M. Benchemou, qui n'ait pas choisi de vaccin, encore une fois, qui n'ait pas préparé le protocole de vaccination en essayant... C'est toutes ces questions-là qu'il faut rattacher, parce que ce pays, comme l'a dit tout à l'heure M. Benchemou, n'est ni présidé, ni gouverné, ni incarné. Et M. Brahim Noussi a dit tout à l'heure, et ça, on ne peut plus. C'est pour ça qu'il a évoqué qu'il y a peut-être un avenir sombre, chose que nous ne souhaitons pas pour le pays. Mais il y a trop de choses qui ne vont pas, je veux dire. Pour se résumer simplement au niveau de l'état-major, moi je réaffirme une chose, M. Nazar est rentré. Le Hirak, le peuple en règle générale, a pris acte, mais maintenant, c'est au président de la République ou à M. Tebboune de prendre la décision qu'il faut et d'informer. On n'en parle pas assez. En théorie. En théorie. Mais ça, c'est important, monsieur Benchemou. En mais- théorie, c'est important. En les circonstances, M. Tebboune ne pèse rien du tout. C'est pas qu'il pèse rien, que les formes, en théorie, soient respectées au moins, et il est comptable devant l'opinion publique. Qu'il l'ait élu ou qu'il ne l'ait pas élu. Donc voilà. Sincèrement, moi, je ne connais pas, et je le dis comme ça, peut-être naïvement, la cartographie de l'armée, de ce qui se passe dans l'armée. Je crois que si on parle d'un système opaque, l'armée est encore plus opaque, si j'ose dire. Ah oui, oui, oui. Elle est encore plus opaque. Je crois qu'on À peut partir tirer... du moment où tout le système procède Absolument. des chefs de l'armée. Tout Donc à il fait, peut être tout à à fait, leur image. Tout à fait. Pardonnez-moi cette expression, je crois que c'est un humoriste français qui l'a dite. C'est que la connerie, c'est comme au judo. On se sert de la force de l'adversaire. Je crois qu'effectivement, ceux qui ont pris, et notamment Gaïd Salah, je fais des supputations évidemment, de Gaïd Salah, c'est tout ce qu'il a fait relever de l'irrationnel. Oui. Pour ne pas dire de la connerie, pardonnez-moi, je le répète. De la force brutale, en fait. Voilà, mais c'est ça, quelqu'un qui ne sait que donner des coups. Tout à l'heure. Oui, celui qui ne sait que donner des coups, ça veut dire qu'il est dans l'irrationnel. Ils s'attendent à en recevoir aussi. Et ils en reçoivent. Je crois que c'est ça. Je crois qu'ils sont servis de la force de l'adversaire du moment. Et cette force, c'est quoi? C'est précisément la révolution. Ils se sont servis de la force de révolution. Le Hirak el-Moubarak, comme ils disent. Absolument. Oui. C'est un captage d'héritage, ça, Brahim. Oui. Alors, la révolution aujourd'hui, pardonnez-moi de le dire, elle a laissé ses bagages à la consigne. Donc, nous allons en parler, Hirak. Quand va-t-elle reprendre ses bagages? Quand va-t-elle reprendre ses bagages? C'est la question fondamentale. Brahim Younsi, moi j'ai une question pour vous et que je me pose, que tout le monde se pose. Vous savez, généralement, les régimes prédateurs de ce type, ils sont un peu comme les meutes, avec un mâle alpha à la tête, un mâle dominant, comme on dit, et des jeunes loups qui sont sur les flancs, en train de guetter le moindre signe de faiblesse pour dégager le mâle alpha et prendre sa place. Ça se passe comme ça. Hein. La loi sur la loi de la jungle, mais pas chez les loups. Mais pas chez les loups. Moi, je crois que c'est les loups que ça se passe. Non, je vous ai raconté l'histoire des loups. Alors, vous êtes injuste. D'accord. Je vais vous la raconter une deuxième fois. La loi de la jungle. La loi de la jungle. Alors, moi, ce qui m'étonne un peu, ce qui étonne un peu tout le monde, c'est que généralement, ce sont les jeunes loups qui sont là aux aguets à attendre le moment de chasser le vieux loup, ou la vieille hyène, ou sortant de là. Peut-être chez les hyènes, que je ne connais pas bien. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, ce sont les vieux loups qui ont été liquidés, qui sont partis à la retraite, qui sont malades, qui ont pris leur retraite, qui sont vraiment malades vraiment physiquement, qui sont en train de prendre la place des jeunes loups. C'est incroyable. Chez les loups, parce que nous sommes chez les loups, il faut savoir que
Les loups mettent toujours devant les vieux loups, parce qu'ils marchent doucement. Il avance doucement. Et pour ne pas les perdre, et pour qu'une autre bête féroce ne les mange pas, ne les prenne pas, ils les mettent devant. Les jeunes loups se mettent au pas des vieux loups. Et derrière, au pas des vieux loups. Or, effectivement, c'est ce qui se passe dans notre armée. Donc les, là, les jeunes loups se mettent derrière les vieux loups et ils marchent au pas des vieux loups. Et pourquoi ils se mettent derrière eux? Parce qu'ils sont plus sages? C'est pas parce qu'ils sont plus sages, ils attendent tout simplement que les vieux loups disparaissent. Parce qu'ils savent la cadence de la marche. C'est ce qui s'est passé dans notre armée. Et dans notre cas... Ou alors, M. Benchenou, je m'excuse, c'est qu'ils n'ont pas le sens de l'histoire. Voilà. Je réponds de manière sibylline, voilà, pour ne pas aller plus loin. Oui, parce qu'en l'occurrence... Parce qu'à un moment donné, il faudra que les jeunes... On parlait de la cartographie de l'armée, ce n'est pas un appel à la sédition, mais à un moment donné, il faut que ceux qui ont été formés, ceux qui sortent du moule de la Révolution, la légitimité historique s'étant tournée avec le décès de M. Aït Ahmed, la légitimité révolutionnaire, il y en a encore des gens qui peuvent se prétendre d'être là. Maintenant, il faut que les jeunes pousses puissent prendre, et ce sera des spin doctors, ils comprendront, ils feront leur mutation, celle qu'on a appelée au sein de l'armée, essayer de rencontrer dans un compromis le Hirak, d'ailleurs on va en parler, pour essayer maintenant de construire cette Algérie. Ça peut c'est loin d'être le cas, puisque... En l'occurrence, je ne dis pas que c'est le cas, c'est le souhait. Oui, mais en l'occurrence, la seule fois où un jeune général a essayé de prendre le pas sur les anciens, les vieux généraux, et il a essayé de prendre le pas de façon légale par des élections présidentielles. On l'a mis en prison, sur délit. Encore que moi, personnellement, je ne voudrais pas d'un nouveau président qui soit un ancien général. Aussi honnête soit-il, aussi intègre soit-il. Il y a des mauvais. Ne serait-ce que pour la symbolique. Remplacer un général même véreux par un général même intègre, ça ne me semble pas la bonne méthode. Mais sinon, en l'occurrence, vous auriez imaginé, vous, un jour, que Zar ou que Toufiq puissent revenir sur le devant de la scène? Jamais. Tous les observateurs, à un moment donné, les ont donnés comme définitivement et politiquement morts. Oui, mais là, on est dans le cadre des hypothèses. En plus, il faut rattacher aussi le fait que... Bon, c'est incontestable, je pense que M. Medienne va être élargi. Ah, mais il est à l'origine de la création de l'État DRS, quand même, c'est pas rien. Donc, toute la société, partis politiques compris, personnalités compris, société civile compris, ils ont tous été plus ou moins instrumentalisés, à l'insu de leur plein gré pour certains. On n'est pas là à faire le procès, mais c'était le système qui maintenait un certain équilibre. Vous voyez? Et maintenant, quelle va être... Aujourd'hui, c'est quoi? Il faut que les jeunes loups politiques du pays... les jeunes doivent absolument préparer cette alternative. Il faut que le Hirak est un moyen de pression. Maintenant, il faut des offres politiques. Il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché, qui est une synthèse de tout ça, et préparer une alternative et la vendre partout. Là où elle doit être vendue, elle doit être marketée. Voilà. Tant que ces vieux généraux n'auront pas rendu leur corps à la terre, ou à la crémation, ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ouais. Les jeunes ne bougeront pas. Ben justement. Aujourd'hui, il semble que la seule alternative qui reste à ce pays, la seule, il n'y a pas une autre, c'est où ces généraux qui vont mener le pays droit au désastre, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque la crise économique arrive et elle sera implacable, ou alors ce sera le Hirak. Nous allons maintenant parler du Hirak. Mais avant, nous allons quand même nous faire un petit rappeler comment fonctionne la justice dans ce pays. Regardez bien, écoutez bien, et c'est plus que symbolique, c'est éminemment parlant. Regardez. Le chef d'état-major qui fait les boussades au ministre de la Justice, qui lui dit qu'il faut aller jusqu'au bout, et qui répond au ministre de la Justice, merci beaucoup, mon général. C'est incroyable, hein, il lui donne des instructions, aller jusqu'au bout, ça ne veut pas dire mettre les voleurs en prison, puisque nous avons appris par la suite que la propre famille de Gaït Saleh était archi-milliardaire en dollars, paraît-il.
il lui dit allez jusqu'au bout, ça veut dire ce que je vous dirai de mettre en prison, il faut les mettre en prison. Pas hésiter. Il lui doit son poste. Ouais, évidemment. Alors, nous allons aller le Hirak. Raouf, dans un article que vous avez commis sur le journal Al-Watan, le Hirak et les 3 temps de l'état-major depuis le 22 février, un article très intéressant que j'ai lu avec un réel intérêt. Vous avez commencé cet article par ce chapeau. Depuis le 22 février 2019, le mouvement populaire a enregistré au moins 2 victoires importantes. D'abord celle de la dignité regardée par un peuple mobilisé pour remettre le pays sur le chemin de la liberté. Deuxièmement, et ceci est un fait historique notable, le fait d'avoir écorcé toutes les couches du système pour arriver à son noyau dur, le pouvoir militaire et sa mainmise sur la politique. On y est aujourd'hui, le noyau est à jour, il ne fait plus de doute que c'est ce noyau militaire qui a la réalité du pouvoir, mais en face, ce Hirak qui a réussi cet exploit de le mettre à jour, on ne sait plus s'il est en stand-by, s'il est en, excusez-moi, c'est un mot qui me pèse, en mort cérébrale, s'il n'est plus là, s'il est en latence, s'il est, je ne sais pas, à votre avis? Je pense que l'un des marqueurs les plus importants du mouvement populaire du 22 février, ça a été, et dès le début, le caractère spontané et inattendu de ce soulèvement inédit dans l'histoire nationale. Et donc, j'ai du mal à croire que des millions d'individus qui ont battu le pavé pendant des jours et des jours, pendant des semaines et des semaines, puissent soudainement arrêter cette marche historique au nom voilà, de la fin d'un clan ou de l'emprisonnement de certaines têtes ou à cause tout simplement du Covid. Je pense que comme dans tous les mouvements de type révolutionnaire, je pense que nous sommes aujourd'hui dans un processus révolutionnaire. Nous ne sommes pas dans une révolution achevée, nous sommes dans un processus. Et dans tout processus, il y a des moments de faiblesse et il y a des moments de force. Clairement, la pandémie a été une bénédiction pour le régime algérien, mais elle n'incarne aucunement la fin du Hirak. Et là, ce n'est pas ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking. Il y a des indices, il y a des signaux qui permettent de voir que le Hirak ne s'affaiblit pas, même si, encore une fois, sa force motrice, ce qui le fait rouler, son essence, c'est ces marches-là. Et donc, il y a des initiatives politiques qui sont mises sur la table, vous les connaissez toutes, on n'a pas besoin de les présenter. Il y a des réseaux sociaux où il y a un nombre incroyable de débats, de discussions qui ont eu lieu à chaque semaine. Et donc, il nous manque encore cette courroie qui est celle du retour des marches. Quand est-ce que cela va avoir lieu? À quel moment? Est-ce que la crise sera bien plus grave au moment où les marches reviendront? Tout cela reste de l'inconnu. Mais ce qui me paraît comme étant le plus difficile, et je pense que les élites ont un rôle très important à jouer dans ce sens, c'est le maintien du caractère pacifique du mouvement populaire. Mais justement Raouf, si la reprise du Hirak tarde à se produire et que la crise économique, les premiers effets de la crise économique arrivent avant sa reprise, est-ce qu'il n'y aurait pas de crainte que la reprise ne soit plus, la reprise d'un Hirak pacifique ne soit plus possible et que ce soit le moment de la colère et d'une colère qui n'est pas très contrôlable quand il est question d'une crise économique de très grande ampleur et qui pourrait toucher gravement de très larges pans de la société algérienne. Tout à fait, je pense que c'est le risque numéro 1 qui guette le mouvement populaire. Ce n'est pas le non-retour des marches, mais c'est le maintien, encore une fois, du caractère pacifique, qui est aujourd'hui une valeur inéluctable et incarnée
du mouvement du 22 février. Donc, la crise socio-économique, la crise sanitaire ont fait en sorte que des pans entiers de la population algérienne, même parmi la minorité qui est allée, admettons, voter le 12 décembre, qui sont aujourd'hui très frustrés à l'égard du régime, qui avaient des attentes peut-être un peu trop élevées par rapport au discours qui a été déployé le 12 décembre. Et donc aujourd'hui, maintenir le caractère pacifique du Hirak doit être un objectif stratégique, à la fois pour les élites, mais aussi pour les gens, pour les forces politiques, les forces hirakistes, partout où elles se trouvent. Pour faire cela, il y a nécessité d'avancer en construisant des alternatives, par le travail, en donnant une offre politique. Mais qui serait à l'initiative d'une telle attitude? C'est à toutes les forces du Hirak de le faire. Elles ne sont pas organisées, elles ne voient pas toutes de la même façon, elles ne sont pas tournées vers les mêmes horizons, elles n'ont pas de feuille de route, elles ne sont pas cristallisées en la personne de X ou de Y. Non, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a du travail qui est en train de se faire. C'est juste que le temps politique n'est pas le même que le temps médiatique. C'est-à-dire qu'on doit laisser le temps à ces initiatives de prendre place. Il y a quand même quelques projets en gestation. Il y a NIDA 22, il y a le PAD, il y a des indépendants, il y a des gens qui sont dans la diaspora, qui sont organisés. Donc le moment viendra lorsque les conditions de réunion seront possibles pour que toutes ces forces-là convergent à un moment donné. J'en suis certain. C'est pas un problème, cela. Le problème, c'est comment imposer le rapport de force et comment arriver à incarner de nouveau le retour des marches, parce que c'est les marches qui sont la force motrice du mouvement populaire et pas autrement. Raouf Farah, merci beaucoup. J'espère vous revoir bientôt dans cette émission. Merci d'avoir accepté cette invitation et au plaisir donc de vous retrouver. Alors, Brahim Younsi, le Hirak. Il y a une question que je vais poser en particulier. J'ai déjà posé, je la reposerai toujours parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment ce régime ne voit-il pas qu'il est suicidaire pour lui-même de ne pas négocier maintenant, de ne pas faire en sorte qu'émergent de vraies forces au sein de ce Hirak qui pourraient aller vers lui et négocier avec lui les conditions de son départ qui pourraient se faire en douceur. Comment il ne comprend pas ça, que s'il ne le fait pas, le Hirak pourrait revenir de façon très violente, y compris pour lui-même, et ne pas lui laisser d'autre choix que d'user de la force légale, j'allais dire légale entre guillemets. Vous savez, il y a deux aspects. Il y a l'aspect carrément politique, organique de l'organisation des différents groupes, des projets tels que vous l'avez souligné dans votre question à M. Raouf. Il y a aussi le côté psychologique. Nous sommes un peuple résilient. Le Hirak est une force extraordinaire, c'était une belle force. On l'avait souligné ici, tout au début, il n'y avait pas de revendication idéologique ni socio-économique. C'était le départ, c'était contre le 5e mandat, c'était la rupture avec le système, etc., etc. Or, il se trouve que beaucoup d'entre nous, quand on parlait non pas de structuration, mais d'organisation, beaucoup de gens nous disaient non, on est unis comme ça suffit. Et moi, j'ai analysé ça comme étant, suite à ce qui s'est passé dans les années 90, et puis toutes les ruptures violentes de notre histoire, je me suis dit, c'est la peur de l'inconnu qui fait que. Et ça, c'est très important. Tous les activistes et toutes ces marches à millions, les gens avaient peur que si on s'organisait, cette espèce de cohésion nationale allait rompre. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous dites qu'il y a de grandes familles politiques, il y a des islamistes, il y a des laïcs, il y a des gens de gauche, il y a des libéraux, il y a des... Comment faire Monsieur Raouf disait qu'il y a des initiatives comme Kaman, comme Nida, comme beaucoup d'autres, tout ce qui concourt à rassembler les Algériens, marhaba. Le seul souci, c'est comment organiser cette transition, quels vont être les leviers, comment vont-ils converger pour déjà dire c'est quoi la transition, quel type de transition on veut, comment va-t-on négocier, sur quel arc on va négocier. Ensuite, comment traiter cette histoire d'assemblée constituante ou de processus constituant.
Il y a des variantes. Si on va aux élections de wilaya, comme on dit, le proportionnel de wilaya, le mode de scrutin. Mais pourquoi ne pas réserver simplement 50% des sièges aux partis politiques qui existent, 10% ou 15, 20% aux ordres, les ordres des avocats, des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, des juristes, qui vous voulez, même des 10% pour la société qui milite pour les droits des femmes, 10% pour la jeunesse et 10% pour le monde culturel. Ceux qui sont inscrits dans les associations. Oui, mais dans tout ça, le régime ne veut pas négocier du tout. Vous êtes en train de mettre sur la table des points centraux de Hirak, de revendications hirakistes, mais le régime, il a dit non, 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 pas de transition. Le régime, son mot d'ordre, c'est pas de transition, au point où il a dit ceux qui parlent transition, n'en déplaise à M. Macron qui a été mal informé, ceux qui parlent de transition sont des traîtres. Oui, donc, il n'est pas dans cette optique. Là, je suis d'accord avec vous. Je dis qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en œuvre. Ce que j'ai décrit là, c'est même pas une proposition. C'est quelque chose qui surgit comme ça et qui est mis sur ici, entre nous. Oui. Pas plus, pas moins. Je n'ai pas la prétention de donner... Mais comment faire pour concrétiser, pour aller vers quelque chose, ouvrir une porte? Nous sommes dans une impasse. Il faut que les politiques arrivent à décliner... Quelle politique? Les politiques. Il y a de jeunes politiques. Il y a M. Mohsen Belabès, il y a M. Karim Tabou, il y en a plein d'autres qui arrivent à cristalliser lors d'une réunion et qui fassent un appel solennel à un moment ou à un autre. Il faut arrêter qu'on se réfugie derrière des faux fuyants. Ou on va vers un changement de régime, il faut prendre ses responsabilités historiques, ou alors si c'est pour faire de l'angélisme des marches, comme le suggère M. Raouf, je n'ai pas pour vous offenser, et marcher pour ne rien proposer, ça c'est terminé. Cette histoire-là est terminée. Il faut que le Hirak rentre dans sa phase adulte. Adulte, c'est-à-dire qu'il prenne le terrain, qui prenne ses responsabilités, qui commence à organiser le Hirak dans toutes les wilayas, qui est quelque chose qui bouge. On ne peut pas rester indéfiniment à marcher et à faire des slogans. Ça, à un moment donné, il faut que ça cesse, tout simplement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit là à l'instant, parce que récupérer les espaces, engager une lutte des espaces de nouveau, je crois que c'est un peu dépassé. Qu'il y a d'autres formes. Bien sûr, comme dit Kiné, la meilleure manière d'honorer la révolution, c'est de la continuer. Il faut que cette révolution continue. La révolution n'est pas un but, c'est un moyen. Excuse-moi, Rahim, t'interromps vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui m'avait frappé. Tu as parlé de lieu de pouvoir en plus, à un moment. Ouais, rappelle-toi. Donc ça, il faut remettre là. Tout à fait. Mais je rappelle juste pour... oui. Très important. Allez-y. Hier, à Paris, de Place de la République à Bastille, il y a eu une marche, une manifestation, une marche, sous la pluie. Moi, j'y étais, j'ai vu de mes propres yeux. C'était pas beaucoup de monde, mais c'était une manifestation pleine de cœur, où les gens étaient là sous une pluie battante, à entonner Qassamen au cœur de Paris. Même les policiers, ils étaient étonnés de tant de civisme et de tant d'engagement sous la pluie. C'était incroyable. C'est dire que le cœur battant de Hirak est encore vivant. Merci de le rappeler, monsieur. Oui. Cela évidemment existe et continuera à exister. Mais moi, ce que je crains toujours les marginalités. Et je crains les conversations de Luther avec le diable. Et ces conversations de Luther avec le diable, il me semble qu'elles ont déjà commencé. En plus clair ? En plus clair qu'il y a des gens qui sont disposés à négocier, entre guillemets. À négocier avec le régime ? Ben oui, mais c'est le diable. Mais à négocier au nom du Hirak ? Ou pour leurs propres intérêts, pour leur propre vision des choses? Toute défection des éléments du Hirak est un affaiblissement du Hirak, pour reprendre cette expression. Et il y a aujourd'hui des conversations, je le répète, de Luther avec le diable. Ce que veut dire M. Brahim Younsi, mon cher ami, c'est qu'entre ceux qui ont une logique d'appareil pour y aller, c'est une chose, et ceux qui ont une logique d'intérêt pour faire participer de cette nouvelle clientèle, pour en retirer des dividendes rentiers et protocolaires, il y en a aussi. Ben justement, parmi ces gens-là... Merci. Je t'en prie, mon cher ami. Merci. Parmi ces gens-là à qui vous faites allusion et que nous ne citerons pas, il y a quelques voix qui sont en train de vouloir préparer l'opinion publique à adhérer aux futures élections législatives.
Par exemple. Par exemple. Hein, où il Et il n'y a pas que ça. Où il se ménage déjà une certaine partie des sièges. Les législatives qui vont arriver, comme ça, très objectivement, quelle devrait être la position, l'attitude du Hirak y adhérer? Pour reprendre les mots de Hamrouche, on ne change le régime que de son intérieur, ou les boycotter encore une fois, sachant que le boycott va être très massif, mais que ça ne les empêchera pas de désigner leurs députés comme d'habitude. Hamrouche, qui est un enfant du régime, n'a pas changé le régime de l'intérieur. Et nous, je pense que... Et il est revenu de loin, puisque maintenant il fait des déclarations très courageuses contre ce même régime. Hein. Peu importe. Il a traité d'antinational et d'antidémocratique. Il les a toujours faites, mais de manière sibylline. C'est seule la dernière où il a montré un peu. Il a été très fort. Mais beaucoup, on ne va pas citer les partis ni les personnalités qui pensaient pouvoir changer le régime de l'intérieur. Et nous y étions. En tout cas, un certain nombre d'entre nous y étaient. Changer le régime de l'intérieur. Or, le régime nous a broyés. C'est beaucoup... L'expérience du Pax, avec, entre autres. Ou c'était les prisons là-bas, ou c'était l'exil. Et beaucoup sont partis en exil, parce que le régime a broyé, le système a broyé. Ceux qui ont accepté, je n'aime pas le mot de rente, mais qui ont accepté de partager un tant soit peu, plutôt peu que beaucoup, la rente, sont aujourd'hui à la marge. Mais dans cette révolution-là, parce qu'il y a des révolutionnaires qui savent que la révolution, c'est un changement, et ça travaille au changement, et les changements doivent intervenir. Et j'allais presque dire d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et là, c'est lourd de sens. C'est lourd de sens. Et là est le problème. Parce que beaucoup de gens craignent que ça se fasse de l'autre manière que celle pacifique. Parce qu'on ne peut pas... Dans ce mouvement-là, il faut le dire, il y a de vrais révolutionnaires. Et il y a de vrais opportunistes. Non, ça, fatalement, dans toute révolution. Je ne vais pas les insulter, mais il y a de vrais révolutionnaires. Oui. Ça va être le mot de la fin. Hein. Très bien. Il faudrait peut-être que pour nos camarades du Hirak, pour ceux qui ont une ambition, pour ceux qui estiment avoir un destin national, l'histoire va fermer ses portes. Il faut faire très vite. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités, évidemment en protégeant leur intégrité, mais trouver les voies et moyens afin de... Vous savez, il y a très peu de choses. C'est comment construire ce socle autour duquel l'alternative peut être construite. C'est la citoyenneté, c'est les libertés individuelles, c'est etc., etc., etc. Une fois que c'est construit et que le Hirak appelle à cette rupture, que toutes ces pratiques de M. Tebboune, de l'état-major, de plein de choses comme ça, ne puissent plus avoir lieu. Il faut qu'il y ait un cabinet fantôme. Le gouvernement, à quoi il sert? On ne sait pas où il est. Il est aux abonnés absents, une présidence qui est vacante. Et puis tout revient à essayer d'expliquer, de comprendre ce qu'a pu dire M. Chengueleha. Ou alors commenter le retour de M. Nezar. C'est ça désespéré, je veux dire. Hein. La question, me semble-t-il, et je vais parler de Hirak, la question, me semble-t-il, qui est posée au Hirak, qui est fondamentalement posée au Hirak, c'est quelles sont les modalités de changement. Le pacifisme n'est pas toujours une modalité de changement. Ce n'est pas toujours une modalité. Je ne veux pas dire qu'il faut aller à la violence, mais par quelle modalité? Quelles sont les modalités de changement? Ce n'est pas seulement marcher. Marcher n'est pas une véritable modalité de changement. Moi, je vais dire autre chose. J'aurais terminé, monsieur. Il faut reparamétrer tout ce qui a fait les slogans du Hirak, leur donner un sens politique, qu'ils fassent écho une bonne fois pour toutes, que ceux qui veulent porter ce pays, nos quadras, nos quinquas, avancent, et je suis sûr qu'on pourra y arriver, mais ça exige, comme a dit Ibrahim, l'identification de nouveaux acteurs, il parlait d'outils, comment, et de 3, c'est une histoire de méthode, donc c'est une histoire de stratégie. Pourquoi Cadra, Quinca, trentenaire, aussi, non, moi je suis d'accord avec lui, c'est leur temps. Non, maintenant ou jamais. Moi je dis les trentenaires. Écoutez, quand tu as récupéré M. Khalef, qui était ministre des Finances ou ministre de l'Économie du temps de Chedli, qui a 75 ans, à la présidence de la République, moi c'est une insulte à toute la jeunesse algérienne bien formée. Il ne faut quand même pas plaisanter. C'est leur temps. Voilà.
J'aimerais finir cette émission avec deux mots que j'ai trouvé très bons de l'un et de l'autre. L'histoire va fermer ses portes. Il n'est pas de moi. Et la question qu'a posée Brahim Younsi, quelles sont les méthodes du changement? Les modalités. Les modalités du changement, les modalités qu'il va falloir adopter. Tout à fait. Et en fait, moi, ce que j'ai compris de ce Hirak et de ce qui se passe maintenant, et de ce qui va advenir bientôt avec cette crise économique qui déboule et cette guerre des clans qui fait rage, c'est que, à Dieu ne plaise, le Hirak a intérêt à revenir de façon pacifique malgré tout, parce que peut-être qu'il pourrait être précipité malgré lui dans la violence pour permettre à ce régime de pouvoir gérer, parce que ce régime ne sait gérer que dans des situations conflictuelles et des situations d'extrême violence. Je l'ai dit la dernière fois, il ne sait fabriquer tous les dépassements à venir. Bien sûr. Le régime ne sait fabriquer que le conflit. Absolument. Fabriquer le conflit, c'est faire la nuit. Et donc pouvoir agir dans l'ombre et dans la nuit. Merci à Brahim Younsi, merci à Dirun Noven, merci à Raouf Farah, que j'ai eu beaucoup de plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Nous avons eu avec vous le plaisir de l'écouter. Mais oui, en effet. Et nous avons le plaisir de faire une partie de l'émission aux chandelles. En plus. Ça donne un côté romantique. Hein, absolument, voilà. Merci beaucoup, chers amis. Tsbaou la khair, bqa la khair, b'slama.